l'enregistrement, comme nous en avons aussi l'habitude à chaque séance. Raphaël, je vais te laisser passer les transparents. Donc, aujourd'hui, c'est webinaire numéro 8. Nous allons donc parler de prospective participative en présence de ma collègue Raphaël Ducrot, que je laisse se présenter tout de suite. Oui, alors, donc, bonjour, je suis Raphaël Ducrot, je travaille comme Niels à l'UMRGO et sur les approches de participation et de développement territorial autour de l'eau, principalement dans les pays du Sud. Je travaille pour le CIRAD et j'ai une grosse partie, enfin l'essentiel de ma carrière s'est fait au Sud, en Afrique, en Amérique du Sud. Voilà. Et je m'intéresse particulièrement à articuler les démarches de planification participatrice avec des démarches fondées plus sur la créativité, notamment la prospective participative. Voilà. Merci. Donc, transparent numéro 2, nous en sommes donc au webinaire 8, on va parler de prospective participative, qui fait encore une fois un petit peu de jonction avec la session précédente, et donc transparent numéro 3, que je ne vois pas. Donc, on avait parlé de simulation participative, on a parlé de jeux de rôle, qui sont des façons de permettre aux acteurs de construire une représentation partagée du monde, de leur situation, et puis après de l'explorer ensemble. Et aujourd'hui, on va faire cette bascule vers le futur. Et je vais tout de suite passer la parole à Raphaël pour la suite, et je reprendrai quelques minutes juste au milieu. Voilà, donc en fait, on avait... Enfin, sur les jeux de rôle, ce qui était clair, c'était d'explorer des choses et donc de travailler vers le changement. Et quand on parle de changement, on parle de futur. D'où l'intérêt de s'intéresser à la façon dont on peut mobiliser ce futur et le concevoir. Alors, quand on parle du futur, il y a plusieurs façons d'en parler, d'accord? Et donc, il y a trois grandes façons principales. Il y a la prévision, c'est-à-dire où il s'agit un petit peu de connaître le futur, de l'anticiper et de réduire surtout les incertitudes sur l'avenir. Bien sûr, le cas type, ce sont toutes les prévisions météorologiques où on est vraiment dans un cadre de prévision climatique météorologique, de savoir ce qui arrive et ce qu'on attend. Il y a une autre façon de travailler le futur, c'est de travailler sur la projection, c'est-à-dire on va déduire le futur à partir des tendances passées. On va regarder comment les choses se sont déroulées, la démographie, comment elle se situe, etc. Et on va inférer à partir de ce passé, dire si la tendance continue, voilà ce qui va arriver. Enfin, il y a la dernière partie, et c'est celle qui nous intéresse, qui est celle de la prospective, où il s'agit en fait, on va essayer de penser les changements possibles, qu'est-ce qui est possible sans s'interroger sur la probabilité. Et donc, en fait, on part de la situation actuelle et on regarde les différentes possibilités, les différents types de futurs qui peuvent arriver, mais on ne s'interroge pas sur le fait qu'ils soient plus ou moins probables, plus ou moins possibles. On regarde juste l'exploration des chances. Ce qui est intéressant, c'est cette exploration, cette ouverture très large. Donc, en fait, il y a plusieurs définitions qui sont utilisées pour la prospective. Je vais vous en citer quelques-unes. Donc, par exemple, M. Berger parle d'une attitude qui consiste à voir loin, à voir large, à analyser en profondeur, prendre des risques et finalement à penser l'homme, en fait. Donc, à travers penser le futur, on se pense soi-même. Vous avez M. Godet qui, lui, parle de l'anticipation. C'est une anticipation pour éclairer l'action à la lumière des futurs possibles et souhaitables. C'est une indiscipline intellectuelle qui s'attache à voir loin, large et profond, mais aussi autrement, ensemble et avec rigueur. Donc, à nouveau, cette idée d'aller à la fois très loin et très large, de pousser la réflexion, la visualisation, mais aussi de travailler ensemble, de changer de façon de voir et tout en travaillant avec rigueur. Et enfin, Mermet en 2005 définit la prospective comme l'élaboration des conjonctures fondées sur des méthodes défendables comme rationnelles et la mise en discussion organisée de ces conjonctures sur l'évolution des États et les États futurs de systèmes dont l'avenir constitue un enjeu. Donc là, on a à la fois l'idée qu'on doit s'appuyer sur des méthodes qui doivent être perçues comme rationnelles,
défendu, enfin, sur lequel on peut vraiment argumenter ces méthodes, mais aussi sur le fait qu'il faut et qu'il est nécessaire de les mettre en débat. Voilà. Donc, je vais… ce qu'il faut voir aussi, c'est que la façon dont on se situe, enfin, dont on se situe vis-à-vis de la prospective, c'est aussi une façon de se positionner vis-à-vis du futur. Donc, la prévision, donc quand on prend une approche de prévision, on recherche en fait à réduire des incertitudes et donc on se positionne dans une attitude qui est préactive, c'est-à-dire on vise à se préparer, on va explorer différentes actions et la stratégie est une stratégie d'anticipation. Donc, on est vraiment dans une certaine dynamique et dans une certaine façon de préparer, enfin, pas de préparer, une certaine stratégie vis-à-vis du futur. Bien sûr, il y a un certain nombre d'autres façons de voir. La manière la plus… enfin, la manière de ne rien faire, simplement, de laisser faire, de se soumettre à ce qui peut arriver, donc il y a une façon de ne pas bouger. Il y a aussi la façon d'être réactif, c'est-à-dire les choses arrivent et on réagit, on s'adapte à ce qui arrive. On ne fait rien d'autre que se développer ses capacités à réagir à ce qui peut nous arriver. Donc, la prévision est dans une façon de se préparer à travers l'anticipation. La prospective, il s'agit dans ce cadre-là de pouvoir influer dès maintenant sur le futur qui peut arriver en prenant des décisions qui vont permettre d'orienter le futur vers un avenir qui va être souhaité ou désiré, enfin sur lequel on se dit c'est là, vers cette direction que l'on veut aller. Donc, on voit bien que dans ces deux-là, la prévision et la prospective sont bien des approches et des visions de voir assez différentes. Tandis que la prévision va travailler sur des approches très sectorielles, c'est souvent des approches sectorielles. On va beaucoup travailler sur mettre l'accent sur la quantification, sur de la modélisation, sur les fluctuations, enfin le risque en fait, le fait qu'on va essayer de travailler sur la connaissance des risques. Et en fait, comme on travaille beaucoup sur des modèles, sur des modèles, en fait, la prévision n'a de validité que par rapport à la façon, à la validité du modèle et des données que l'on utilise. La prospective, on est dans un tout autre type de démarche. On n'est plus dans une approche sectorielle, mais on va essayer d'avoir dans une approche systémique, c'est-à-dire de considérer à la fois des aspects démographiques, climatiques, environnementaux, enfin prendre un ensemble de choses ensemble et de voir comment ces différentes choses peuvent interagir et donc pour pouvoir explorer différents futurs. On va mettre l'accent sur des aspects qualitatifs, en fait, plus que du quantitatif, même si on peut s'appuyer aussi parfois sur du quantitatif. On va construire des scénarios au sens où on va avoir une diversité de possibilités, de visions possibles de ce système que l'on étudie. On va travailler sur de l'imagination, comme on ne peut pas quantifier, comme l'imagination va servir à justement aller encore plus loin sur l'exploration des possibles. On va, plus que sur les risques, on va travailler sur les ruptures. Quelles sont les choses qui sont différentes, enfin, qui peuvent surprendre, quelles sont les surprises qui pourraient arriver, et on va essayer de travailler ces scénarios par rapport à ces ruptures, à ces surprises. On pense que l'avenir n'est pas prédéterminé, on n'est pas dans le déterminisme, mais on est plutôt dans un effet chaos, enfin, c'est-à-dire que c'est assez des éléments du chaos. Voilà, donc pour vous positionner que la prospective et la prévision ne sont pas la même chose et n'abordent pas le futur de la même façon. Niels, je te laisse la main. Donc… Alors, effectivement, la question principale, pratique qui va se poser, c'est avec qui on travaille et qui travaille dans ces dispositifs. Et donc, sans rentrer vraiment complètement dans les détails, c'est important, c'est d'avoir en tête que dans tous les débats qui sont passés sur l'évolution méthodologique et le positionnement de la prospective vers la participation, donc prospective participative, il y a une question sur les acteurs et les parties prenantes
de la prospective, donc entre commanditaires, les spécialistes méthodologues de la prospective, ceux qui vont contribuer avec un statut spécifique d'expertise sur des contenus, les participants, parmi lesquels on va retrouver les experts, mais avec un statut qui peut être dédié, des décideurs, des autres, et puis les utilisateurs. Et de l'autre côté, on a beaucoup de cadres différents qui vont déterminer les approches différenciées de la prospective. Donc, si on passe au transparent suivant, et je ne vois toujours pas les transparents, donc je travaille en aveugle, mais ce n'est pas grave, reprendre quelques-uns des éléments de dialogue principaux de l'évolution des démarches de prospective qui sont anciennes, il faut le dire. On n'est pas là pour faire un cours de prospective détaillé, mais ça remonte à loin dans les travaux. Et le moment où finalement on se demande, les spécialistes se posent la question de qui doit effectivement et peut et de façon utile participer à la prospective, et donc l'enjeu de l'ouverture, en particulier la prospective, hors d'un cadre qui est traditionnellement relativement élitiste. Dès les années 60, dans les phases initiales de Futurible, etc., de Jouvenel disait déjà que dans le cadre de décisions publiques, il faut du public, il faut que les choses sortent du cadre magique d'une pensée projetant le futur. Et puis, plus récemment, il y a quand même le constat qu'il est resté quand même effectivement une activité très élitiste, parisienne, proche du commissariat du plan, etc. Et ça a été critiqué par un certain nombre de gens, dont par exemple Edith Orgon, qui a été longtemps chef prospectiviste à la RATP, en dehors de s'occuper de Cerisy, dire que c'est un principe démocratique. Et l'idée que fondamentalement, il faut étendre à tous les concernés la démarche de prospective, c'est une nécessité, mais c'est aussi un apport. Et donc, il y a effectivement un développement de la prospective participative ou dans des formes hybrides liées à la démocratie, ce que Edith Orgon appelle la prospective du présent, qui est aussi une conciliation entre la démarche prospective, mais quand même des experts dans la boucle, qui est une des questions sous-jacentes. Voilà, je te redonne la main. Voilà, donc juste pour dire qu'il y a effectivement de très nombreuses expériences de prospective. Donc là, j'en ai cité quelques-unes de prospective sur l'eau, où finalement, on a une grande variabilité entre la façon dont la prospective est construite et la participation, le type de participation qui est associé. Donc, on peut avoir des développements qui sont faits par des experts et qui sont ensuite mis en débat jusqu'à des co-constructions de scénarios collectifs. Donc, voilà, donc je vais un petit peu présenter des outils qui sont particulièrement adaptés à la co-construction. Voilà, donc ce que je voulais revenir, c'est que quand on est vraiment dans ces démarches prospectives, on est dans l'idée qu'il faut un petit peu renouveler la façon de concevoir le changement pour travailler sur les changements transformatifs. Et c'est un petit peu aussi de dépasser donc, tout ce qui sont les processus rationnels de résolution de problèmes pour aller dans des façons de voir le monde qui sont un petit peu différentes et sur d'autres façons de prendre la décision. Au lieu d'apprendre à bien faire les choses ou apprendre à prendre la bonne décision, on va plutôt s'interroger sur comment décider ce qui est bon et juste. Et donc, c'est dans ce cadre-là que la prospective s'inscrit parce qu'elle vise, pour changer cette façon de penser et de réfléchir finalement et de prendre les décisions, en fait, on va essayer de mobiliser des choses qui sont traditionnellement relativement peu mobilisées, qui sont la subjectivité, l'imaginaire et la créativité, et ce, dans un dispositif participatif, parce que c'est à travers cette réarticulation du collectif que aussi se fait cette transformation, et le futur est une des façons de mobiliser ces différents aspects. Ce qu'il faut voir, c'est que la mobilisation de la subjectivité et de l'imaginaire, c'est quelque chose, il n'y a pas que la prospective qui le fait. On se focalise sur la mobilisation du futur dans la prospective participative, mais il y a d'autres méthodes qui permettent de le faire, et ces méthodes permettent de discuter, de faire d'autres choses, et notamment, sont intéressantes pour travailler sur l'intégration des savoirs locaux, et sur les médiations, la construction d'identité collective qui font aussi partie de ces processus de transformation collective. Voilà, donc ce qu'il faut voir aussi, c'est que penser le futur, évidemment, on a des positions individuelles différentes, et donc comme toutes les démarches participatives que l'on vous a présentées et
que l'on présente, il y a la problématique de concilier des positionnements différents et des postures individuelles sur le futur, assez différentes en fait. Et donc, par exemple, si on regarde un petit peu la façon dont si les gens conçoivent le futur comme un futur plus ou moins ouvert, indéterminé, ou futur plus ou moins déterminé, ou s'ils ont plus ou moins le contrôle sur leur futur, on va avoir en fait différents types de positionnements individuels qui vont correspondre à différentes grandes familles de penser le futur. Et donc, il y en a certains, ceux qui sont situés plutôt vers le haut de la maîtrise et un futur relativement fermé, qui pensent qu'on peut, on a une feuille de route, hein, on sait exactement où on va. Et dans d'autres, par exemple, qui ont plutôt une vision d'un futur très ouvert, très indéterminé, sur lequel on a très peu de contrôle et sur lequel donc on avance dans la brume. On est un petit peu, on avance à tâtons, et on a les deux autres options. Le futur est quelque chose en chantier que l'on travaille, ou alors on est un futur qui est, on fait confiance et on est emporté par le courant du futur qui avance. Voilà. Donc, et il y a dans ce travail de prospective, il y a aussi la conciliation de ces différents points de vue sur le futur à faire. Alors, pourquoi travailler et faire de la prospective participative? Alors, la première façon de voir les choses, c'est pour se construire finalement un objectif, une vision d'avenir qui va être partagée. On se dit qu'il va être possible, malgré ces différences, de se construire une vision, un objectif partagé. Et on va pouvoir s'appuyer sur cette vision partagée pour pouvoir pour pouvoir avancer et s'engager dans le changement. Cela dit, il y a aussi une autre façon de voir qui est l'anticipation comme au service, quelque chose qui va pouvoir servir à l'autonomisation du collectif. Parce qu'à travers une démarche de prospective, on va développer une culture du futur parmi tous les participants et pour le collectif, donc apprendre à penser, à lire, à utiliser le futur pour pouvoir prendre des décisions et prendre des décisions qui vont pouvoir aller vers le futur qui est souhaitable. On va aussi apprendre on va utiliser à penser le futur pour pouvoir se décoller du présent, pour pouvoir penser différemment le futur. Parce que souvent, le présent, la façon dont on imagine le futur, il est très, très colonisé, il est très, très occupé par la façon, comment le présent se développe. C'est-à-dire qu'on va penser le futur en pensant le développement des outils, puisque sur les 200 ou 300 dernières années, le développement le développement du monde s'est fait en particulier par le développement d'outils. Mais on va aussi avoir un certain nombre on va penser qu'on n'a pas le choix. Il y a un objectif qu'on doit atteindre et un chemin optimal pour l'atteindre. C'est-à-dire qu'on va penser qu'il y a une façon procédurale, une seule façon instrumentale d'aller vers le futur. On peut aussi, le futur peut aussi, on va penser le futur peut nous imposer par les experts. Les experts, c'est eux qui sont en mesure de penser le futur, et donc on va suivre la façon dont les experts conçoivent le futur, où on peut avoir une certitude et un schéma obligé, une vision politique du futur, et sur lequel en tant que collectif, on adhère à cette… on reste piégé par cette certitude et chemin plissé parce qu'on n'a pas la capacité de voir autrement. Et donc, le travail de prospective, ça sert à s'abstraire de ces obligations, de cette façon dont le présent nous pousse à penser vers une certaine direction du futur. Et bien sûr, comme tous ces travaux participatifs, c'est aussi la prospective en elle-même, la démarche participative de la prospective est une façon aussi de réorganiser, de transformer le collectif, et donc de s'engager dans ce chemin transformatif complet qui est à la fois par un renouvellement de la façon de voir les choses et la réorganisation du collectif. Voilà. Donc, il y a différentes méthodes, outils et méthodes qui peuvent être mobilisés, et certaines sont plus ou moins facilement utilisées et mobilisables dans des démarches participatives. Donc, on a des choses qui sont très communément utilisées, comme les forums Delphi, qui sont plutôt des approches plutôt consultatives qui vont toucher certains experts. Et au contraire, on va avoir de l'autre côté de ce trait rouge des choses qui peuvent être utilisées de façon participative, et certains avec des groupes très, très larges qui demandent, où on peut vraiment faire de la participation très, très développée, avec beaucoup de monde, des citoyens, etc.
Alors, je vais vous parler juste de quelques-unes de ces démarches, de 3 de ces démarches qui me paraissent particulièrement intéressantes, mais bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Donc, la première, c'est la roue des futurs, qui est une façon assez rapide et facile de pouvoir discuter des impacts d'une innovation technique. C'est-à-dire quand on développe, par exemple, une infrastructure, une nouvelle infrastructure, et qu'on ne sait pas très bien et qu'on s'interroge sur ces impacts, c'est une méthode très intéressante. Donc, en fait, le groupe va essayer de penser les impacts de cette innovation dans les différents champs sociaux, techniques, environnementaux, politiques. Et donc, le groupe propose des premiers impacts qui vont être pensés dans ces différents champs. Et à partir, on reprend sur ces impacts. Et par exemple, j'ai fait cette pompe ou ce forage. Et ce forage, par exemple, il va permettre d'abreuver plus d'animaux. Et on va penser, le fait d'abreuver plus d'animaux va permettre, qu'est-ce que ça veut permettre en supplément? Et donc, on étend en fait le champ de la réflexion. Et donc, à partir de chaque impact, on réfléchit. Et cet impact, quel autre impact il pourrait avoir? Donc, on a ce qu'on appelle les impacts de deuxième niveau. Et on continue comme ça à pouvoir penser l'extension de cet impact. Alors, l'intérêt, c'est que on arrive à toucher à des choses qui ne sont pas forcément anticipées. Par exemple, dans le cadre du forage, d'un forage sur l'eau, on va voir que en mettant ce forage sur l'eau-là, on risque qui va fonctionner mieux, et les gens vont avoir tendance à venir tous sur ce forage et vont délaisser les autres, et du coup, ça va mettre plus de pression sur ce forage, de files d'attente sur ce forage, et donc des gens qui vont être mécontents, et un mécontentement politique qui n'avait pas été envisagé si on avait, qui n'avait pas été pensé en tant que tel. Voilà. On a un autre instrument que je trouve particulièrement simple et intéressant pour discuter une discussion générale, c'est le triangle des futurs, où on va demander à un collectif de réfléchir à quelles sont les tendances actuelles qui nous poussent vers un avenir particulier, par exemple une position démographique ou un schéma économique qui va nous pousser vers telle ou telle direction. On va regarder également le poids du passé, quelles sont les structures profondes qui vont limiter les changements, par exemple des structures politiques ou des relations, des structures sociales qui empêchent un certain des évolutions. Et on va également regarder l'attraction de l'avenir, c'est-à-dire quelles sont ce que tu appelles les images fascinantes, qu'est-ce qui nous, les images, quels sont les imaginaires fascinants sur lesquels collectivement on se retrouve et on arrive. Et donc, bien sûr, quand on fait ça de façon collective, il y a des propositions et des visions différentes. Il y a aussi des discussions sur c'est le présent, c'est le passé ou c'est cette attraction d'avenir. Donc, il y a toute une mise en discussion de tout ça, et à partir de cette mise en discussion, on permet, d'une part, ça permet de reformuler la question initiale, de la reformuler d'une autre façon, et donc en général de l'ouvrir vers des champs, à travailler différents, et de penser des futurs possibles par rapport à ça. 3 minutes, Raphaël. Oui. 3 minutes. Voilà. Et la dernière méthode, c'est la méthode de construction participative de scénarios, qui permet de travailler ensemble, avec des gens, un certain nombre de gens, de penser différents types de scénarios. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est qu'on n'a pas je passe directement sur la méthode, on n'est pas sur l'idée d'avoir un scénario le meilleur, et puis un scénario horrible, et puis un scénario intermédiaire. Non, on est sur la construction d'une variété de scénarios, certains étant plus ou moins souhaitables, d'autres étant plus ou moins conflictuels, à problème. Et c'est cette construction et c'est cette diversité de scénarios qui, en fait, est intéressante. Et le fait qu'il n'y ait pas de vision, comment dire, la vision, le rêve, le paradis sur Terre qui arrive mais au contraire de réfléchir au fait que pour les différentes personnes, en fait, il y a plusieurs types de futurs qui sont pensés comme positifs, qui peuvent être pensés comme positifs, et donc sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir prendre des décisions. Et par contre, il va y avoir plusieurs types de scénarios qui vont être pensés, ou qui vont faire émerger, ou qui peuvent être pensés comme conflictuels, et sur lesquels on va essayer de ne pas s'orienter pour prendre des décisions. Donc voilà. Je n'ai
Voilà. Et enfin, un dernier point qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir en pensant le futur, on peut aussi faire ce qu'on appelle du backcasting, c'est-à-dire penser le chemin d'action à travers le futur. Donc, on part du futur et on va essayer de se dire comment, à partir du présent, nous sommes arrivés à ce futur. Donc, c'est une autre façon de pouvoir préparer la planification, de se donner, de voir, d'identifier les étapes, les changements, les actions, les acteurs, les instruments qui ont pu évoluer au cours du temps pour arriver à ce chemin qui a été souhaitable. Et on peut s'appuyer là-dessus pour ensuite refaire de la planification territoriale. Voilà, et donc je voudrais juste dire que, pour terminer, qu'en fait, la démarche prospective, c'est une des façons de mobiliser la créativité et l'imaginaire pour pouvoir transformer, faire du changement transformatif, mais que on peut aussi, il y a d'autres méthodes, d'autres approches qui, eux, ne sont pas collées à la réalité, à des enjeux réels, qui vont s'appuyer sur des démarches plus artistiques pour pouvoir mobiliser un petit peu la créativité, l'imaginaire et la subjectivité également dans une démarche de transformation du collectif. Voilà. Bien, merci beaucoup Raphaël. Donc on est resté sur nos 25 minutes officielles et on est allé vite, hein, on en est bien conscient sur ce survol. Alors on va peut-être avoir juste une petite intervention parce qu'on a la chance d'avoir la visite dans nos participants un peu impromptus, et je le remercie, de Robin Bourgeois avec qui Raphaël a travaillé et travaille encore là-dessus. D'ailleurs, l'exemple d'ENIAI a été porté en partie par Robin. Donc peut-être, Robin, si tu veux nous dire quelques mots complémentaires en 2-3 minutes maximum sur ces questions de prospective participative. Tu peux allumer ta caméra aussi si tu veux. Oui, oui, merci. Ah, mais en plus, j'ai le logo du CIRAD qui s'affiche derrière, c'était pas prévu, mais bon, super. Très rapidement, bon, déjà, je suis chercheur au CIRAD, hein, dans une UMR qui travaille sur les questions d'acteurs de ressources et de territoires dans le développement, et ça fait quelques années que je travaille dans le domaine de l'anticipation et comme chercheur, c'est-à-dire que j'essaye de comprendre un petit peu ce que l'anticipation comme discipline peut apporter aux pratiques de recherche et aux pratiques de développement. Et voilà, Raphaël a présenté à la fois le cadre un peu général de ce que c'est que l'anticipation qu'elle appelle prospective. En fait, les trois choses que Raphaël a présentées, prévision, projection, prospective, font partie d'un concept un peu plus large qui est en train de se développer aujourd'hui, qui est le concept de l'anticipation, donc comme discipline, et qui a été défini par des gens de l'UNESCO qui travaillent là-dessus depuis un certain temps, comme tous les efforts visant à penser, à utiliser le futur en relation avec le présent. Et donc, voilà, c'est ce qui fait un peu un champ de recherche très intéressant qui il en dérive un concept, peut-être que vous ne connaissez pas encore, qui est celui de culture du futur en français. On appelle ça en anglais Futures Literacy. Et en quelques mots, très rapidement, ça consiste en fait à réfléchir, à bien se mettre d'accord et à bien comprendre en quoi la manière d'utiliser le futur correspond aux objectifs que l'on se fixe quand on l'utilise, ce qui me paraît évident, mais qui parfois ne l'est pas toujours dans la pratique. Souvent, on utilise et on applique des méthodes de façon un peu systématique, sans vraiment toujours se demander si c'est le bon type de méthode qui correspond à l'objectif qu'on se fixe. Et la culture du futur, en fait, et la pratique de l'anticipation comme discipline, elle donne un petit peu un cadre de référence. Bon, je ne vais pas le développer ici, c'est simplement pour vous dire qu'il y a cette préoccupation aujourd'hui de réfléchir aussi sur l'utilisation de ces outils et de ces méthodes par rapport aux objectifs qu'on se fixe. Sinon, après, Raphaël a présenté quelques-uns de ces outils et de ces méthodes qui ont effectivement des caractéristiques très, très spécifiques, qui servent aussi à des objectifs bien précis. Ce que je voudrais rajouter, c'est juste pour faire le lien avec l'imaginaire et la créativité, c'est qu'il n'est pas interdit non plus, de tirer un peu sur ces outils et ces méthodes parfois pour les adapter et les faire fonctionner pour des objectifs pour lesquels ils ne sont pas toujours conçus. Et c'est aussi un petit peu ça l'imaginaire et la créativité dans la pratique de l'anticipation. Voilà, j'ai fini, je ne voulais pas être trop long. Merci beaucoup, Robin. Donc, on va ouvrir le banc des questions. Je vous rappelle que, s'il vous plaît, vous posez vos questions dans la partie questions-réponses. Et donc, on va répondre à ces questions sous la houlette de notre collègue Géraldine Abrami, que vous connaissez, que vous avez déjà vu, et qui va nous lancer les questions au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Ok, donc pour l'instant, on a une question. Alors, attendez, juste, il y a une petite question de compréhension à Robin.
quelqu'un qui dit, il parlait de littératie des futurs, je n'ai pas bien entendu. Ah, c'est la francisation du terme est problématique. Voilà, c'est ça. Ok, donc c'est bien littératie des Oui, futurs. c'est pour ça que moi, personnellement, je préfère utiliser le terme culture du futur, la culture des futurs, parce que voilà, l'idée de littératie, en fait, en français, la vraie traduction, ça serait l'alphabétisation, mais ça, voilà, ça marche pas très bien. C'est apprendre à utiliser le futur, un peu comme on apprend à lire et à compter. C'est une capacité, une capacité, et après on l'utilise en fonction de ses besoins, mais c'est quelque chose que on considère comme étant maintenant faisant partie de ce que l'on a besoin de connaître ou de maîtriser pour être des citoyens responsables et engagés. Ok, merci. Donc, on a une question qui est comment apprécier la ou les postures des participants ou participantes vis-à-vis du futur et comment prendre en compte ces postures dans la suite, par exemple des démarches à conseiller pour une posture donnée. Moi, j'ai tendance à dire que en fait, le fait de travailler en collectif va permettre de confronter différentes postures. Et c'est bien ça qui est intéressant et qui permet de faire avancer le schmilblick et le collectif, en fait. C'est de se rendre compte qu'on n'a pas tous les mêmes positionnements par rapport au futur, je veux dire, et comment on peut s'appuyer sur ces différentes façons pour se construire des visions du futur sur lesquelles on peut s'appuyer pour pouvoir essayer d'orienter nos décisions. Donc, voilà. Donc, pour moi, c'est pas tellement… alors, c'est se rendre compte de ces différentes visions qui est importante, plus que de s'appuyer sur ces visions pour pouvoir s'orienter vers quelque chose, puisqu'en fait, ces visions vont être confrontées, mises en discussion, changées, transformées par le débat collectif dans la perspective, dans la démarche participative du futur. Robin, peut-être plus d'expérience. Robin, Nils, faudrait ajouter quelque chose? Oui, en fait, déjà, alors, je pense qu'il faut distinguer deux cas de figure. C'est pour identifier les postures des gens qui pratiquent déjà l'anticipation. La plupart du temps, la meilleure façon de procéder, c'est de regarder les outils qu'ils mobilisent, parce que ces outils-là reflètent les ontologies qui sont associées à ces pratiques-là. Autrement dit, si quelqu'un mobilise quasiment systématiquement de la prévision ou de la prédiction ou de la collaboration de scénarios, voilà, on peut en inférer assez facilement quel est le type de relation, de posture que cette personne-là aura vis-à-vis du futur. Si on considère un travail de mise en œuvre, par exemple, d'une approche où il y aurait un collectif qui s'engagerait, comme le disait Raphaël, il y a une étape préalable, c'est ce que Raphaël a présenté dans une de ses diapos, le petit tableau qui croise la posture et la maîtrise, le contrôle, et puis le futur est incertain ou pas. Ça aide aussi de façon assez rudimentaire, mais c'est toujours une bonne introduction quand vous organisez ce type d'activité. Ça permet de voir un peu à qui vous avez affaire, voilà, comment les gens pensent un petit peu le futur avant qu'ils commencent ce travail-là, sachant que généralement, quand on l'a fini, comme dit Raphaël, leur façon de penser peut avoir évolué de façon assez significative en fonction des outils, voilà, de la dynamique qui s'est mise en place. Robin, Nils, tu souhaites ajouter quelque chose? Ton micro? Ouais, ton micro est éteint. Ton micro. Non, ok. Ok, donc ensuite, on a deux questions. Alors, deux questions qui portent sur les champs, si je comprends bien, sur les champs dans lesquels la mise en œuvre de cette approche est possible. Donc, est-ce que c'est envisageable d'utiliser ces approches pour des politiques de lutte contre le réchauffement climatique à l'échelle nationale ou internationale, par exemple, ou à l'échelle d'une organisation? Et j'enchaîne sur la deuxième question. Donc, c'est la même personne, si je comprends bien, c'est un autre champ. Est-ce que ça peut être un levier de mobilisation d'un collectif important pour déterminer son monde de travail rêvé en cohérence avec les enjeux globaux, climat, biodiversité, solidarité, etc., et les attentes sociétales? Voilà. Alors, là, je vais vraiment renvoyer à Robin, parce que je pense que sur le réchauffement climatique, tu dois avoir des exemples de choses qui ont été faites, plus que moi. Oui, il y a les grands scénarios du GIEC qui ont été réalisés, qui sont des scénarios qui sont basés alors, plutôt sur de la modélisation et sur
voilà, des simulations basées sur un certain nombre de variables que l'on fait varier, voilà, dont on fait varier les valeurs pour cerner en quelque sorte pour nous donner une échelle un peu de l'évolution du climat. Mais donc ça, c'est une source d'information qui est développée à l'échelle globale, à l'échelle internationale. Après, en termes comment dire, d'action à des échelles moins globales, ça devient un peu plus difficile parce qu'il y a des conditions locales, spécifiques, territoriales, etc., qui entrent en jeu. Mais effectivement, il y a tout un travail, un grand cadrage au niveau international sur les grandes évolutions du climat. Ça, c'est connu, il y a des références qui sont facilement trouvables sur Internet. Donc là, c'est dans... Vas-y, Nice, vas-y. Excusez-moi, j'ai retrouvé mon micro. Je compléterai simplement sur le fait que dans le champ général de la prospective, les questions climatiques sont anciennes, beaucoup plus anciennes que le GIEC. C'est-à-dire qu'en fait, même avant les années 60 et avant le Club de Rome et avant les travaux de World 2, Denis Meadows, etc., qui étaient sur les questions énergie, climat, etc., ou ressources en général, il y avait déjà eu des travaux. Et en fait, c'est une vieille histoire et c'est d'ailleurs très intéressant parce que ça pose une vraie question sur l'impact de la prospective sur la gouvernance globale, puisque dans la mesure où il y a déjà eu beaucoup de choses de faites et beaucoup de visions plus ou moins noires du futur, on ne peut pas dire que ça ait produit un effet majeur sur la transformation des modes de gouvernance à l'échelle internationale. Donc, c'est un des arguments critiques aussi sur la problématique de la prospective et en particulier la transition entre une prospective qui va effectivement faire mûrir les esprits sur un certain nombre de questions, faire émerger des trajectoires, et puis le moment où ça devient opérant. Et il y a un problème de changement d'échelle. C'est-à-dire qu'avoir une prospective globale du monde avec du climat, etc., c'est une chose. Et puis redescendre jusqu'au moment où on arrive à un truc qui devient agissant sur les pratiques ou sur les institutions à l'échelle locale, c'est quelque chose d'assez compliqué et de non classique. Et je dirais une dernière chose pour avoir travaillé sur ces problèmes-là dans le champ périphérique de la prospective, c'est qu'il y a des débats dans la prospective sur le rôle des modèles. Or, sur les questions climatiques, il y a beaucoup de choses sur les modèles, la modélisation, etc. C'était le cas aussi pour World 2, pour Club de Rome. Il y a pas mal de choses, et bon, peut-être que Romain et Raphaël voudront réagir là-dessus, mais sur le fait de savoir s'il faut ou pas utiliser des modèles, comment on concilie ça avec la simulation, etc. Et c'était un petit peu l'articulation qu'évoquait Raphaël tout à l'heure sur le croisement entre prévision, prospective, bon, voilà. Ouais. Du coup, juste avant de rebondir sur ta petite perche là, sur l'articulation avec les modèles, la personne qui posait les questions sur la pertinence de ces approches, elle dit « Je pensais à l'approche prospective ouverte et participative, par exemple, Convention citoyenne pour le climat. » Voilà, donc si vous voulez… je ne sais pas si… ouais. Oui, alors moi personnellement… Est-ce que la convention… Pardon, excuse-moi. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait la prospective dans la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, mais moi je me disais, c'est vrai qu'il y a un débat sur, il me semble, et Robin tu me corrigeras, sur vraiment une mobilisation très très large. C'est-à-dire que pour l'instant, pour autant que ce que je sais, c'est qu'il y a souvent des approches participatives mobilisant des noyaux, un certain nombre de personnes pour construire ces scénarios, etc. Mais enfin, on n'est pas sur des bases citoyennes de construction de scénarios, par exemple. Même s'il me semble que certains outils pourraient être utilisés de façon assez large. Et ce qui se pose, et souvent, donc, quand on est dans des engagements de très larges citoyens, donc il y a une base qui va construire des scénarios, et après, il y a une mise en débat de ces scénarios, et éventuellement des positionnements collectifs, enfin de citoyennes par rapport à tel ou tel scénario. Et c'est un peu comme ça que les choses sont faites. Est-ce qu'on pourrait faire de la prospective vraiment très, très large, enfin, très large échelle avec beaucoup de citoyens, et sur quel outil s'appuyer? Pour moi, c'est effectivement une question qu'on va essayer d'explorer, notamment au Brésil, je pense. Voilà. Ouais, donc à ce propos, il y a une intervention d'Antoine Verochovski, j'espère que je prononce bien son nom, qui dit « Pour exemple, la région Nouvelle-Aquitaine et le département de Gironde ont fait réagir des habitants à des futurs avec des scénarios sous contrainte, pas d'eau, etc., pour ressortir des idées de futurs souhaitables et des pistes pour y aller. Autre exemple, il s'est agi dès le démarrage du confinement
d'imaginer ensemble comment créer des espaces d'entraide, de réflexivité et de co-construction de savoir-agir individuel et collectif, tout cela en distanciel. En support, nous avons créé un wiki, espace ouvert de collaboration entre un premier noyau d'acteurs de la communauté qui grandit collectivement. Et donc, je colle dans la discussion le lien envoyé par M. Verkowski. Voilà. Alors, j'ai même fait monter Antoine, avec qui on est en contact au panel, s'il peut dire un petit mot oralement quand même sur cette expérience qui paraît intéressante, parce qu'on voit l'articulation avec vraiment du grand public, quoi. La démarche grand public est quand même pas très courante en prospective, elle existe, hein, mais elle n'est pas très courante. S'il peut nous dire un petit mot, puisqu'il semble y avoir participé, sur comment ça s'est passé, s'il y a eu une réelle participation des gens au sens large. Allô, vous m'entendez ? Oui. J'ai été coupé. C'est pour entendu la question, mais donc c'est la participation. En fait, j'ai pas participé personnellement. Par contre, je sais qu'ils ont pas mal de documents sur la méthode où ils ont fait effectivement appel à du public, grand public et des acteurs du terrain, des viticulteurs, des corps sociaux. Et donc, c'est le labo d'innovation de la Gironde et notamment aussi de la Nouvelle-Aquitaine qui travaille là-dessus. Donc, c'est assez concret. C'est des méthodes, j'entends, qui correspondent un petit peu à ce que vous parlez de prospective, et qui sont des exemples concrets qui ont été faits et qui ont débouché notamment sur des scénarios de la région Aquitaine qui s'appelle Neoterra, je crois, de mémoire, où ils ont finalement après décidé d'un futur souhaitable et donc décliné ça dans un programme politique, quoi, une prospective politique. Et le deuxième truc, l'hypose créative, c'est un truc plus global, pas que lié à cette région-là, qui est porté par les collectivités publiques du CNFPT, où ils ont mis en place tout un ensemble d'outils qui sont partis du même modèle, en fait, mais voilà, qui était moins concret, parce que c'était plus pour étendre ce type de réflexion à d'autres collectivités, pour expliquer comment on pouvait faire, ainsi de suite. Grosse démarche à monde, la 27e région, Aussi, ce qui s'appelle la 27e région, pour accompagner tout ça depuis pas mal d'années. En ce qui concerne cette question de prospective participative ouverte et très large, il y a deux façons de travailler. Il y a ce qui est classiquement appelé les Delphi, c'est-à-dire des consultations citoyennes qui sont des consultations larges qui sont généralement, qui peuvent être adaptées à des consultations citoyennes qui généralement intègrent l'avis de très nombreux experts, mais qui n'est pas nécessairement limité des experts et qui, avec un système de questions, de réponses et de compte rendu des réponses, on peut engager une réflexion ouverte sur une question visant à des transformations dans le futur. Donc ça, c'est une façon de faire remonter de l'information depuis un niveau, disons, local ou individuel vers un niveau collectif. Et puis, il y a les démarches qui sont des démarches dans lesquelles un travail comme celui des démarches qui sont liées aux scénarios climatiques mondiaux. Hein. C'est-à-dire des démarches dans lesquelles la dimension globale sert d'enveloppe, en quelque sorte, de cadre limitant ou définissant les marges de manœuvre dans lesquelles on va pouvoir réfléchir de façon ouverte, participative, mais quand même limitée par un contexte donné. Autrement dit, on a soit une prospective locale qui va venir des individus, c'est pour ça que je l'appelle local, et qui va donner des résultats qui pourront être ensuite agrégés et présentés sous forme d'optimum collectif, hein, des scénarios souhaitables, par exemple des représentations du monde souhaitables à différentes échelles. Et puis cette approche qui est plutôt une approche descendante dans laquelle on cadre un petit peu le contexte dans lequel on est appelé à opérer et on demande ensuite à une échelle plus locale de préciser comment les scénarios qui pourraient se développer en fonction de ce contexte-là. Voilà, c'est un peu les deux grandes façons de travailler. Alors, pour ne pas prendre trop de retard, c'est moi qui vais réanimer parce que ma collègue Géraldine a dû partir pour un cours et moi aussi, je dois partir bientôt pour un cours. Donc, Roger Valdec demande quelles sont les méthodologies pour mettre en œuvre le backcasting et vérifier l'adéquation entre futurs possibles et stratégies à mettre en œuvre. Je vous laisse répondre. Non. Robin, encore, je te lance la main. Heureusement que Robin est là. Ouais, non, mais tu en sais autant que moi maintenant, Raphaël. Hein, mais peut-être que c'est parce que bon, j'ai plus l'habitude de faire ce genre de présentation. Il y a fondamentalement, il y a 3 ou 4 outils qu'on peut utiliser. Alors, il y a ce qu'on peut appeler la constitution de fresques historiques rétrospectives, des fresques du futur. C'est-à-dire qu'on part d'un futur donné, d'une représentation du futur donné souhaité généralement, et puis on essaye de réfléchir avec les participants à tout ce qui s'est produit
entre ce futur et ce présent. Donc, en quelque sorte, on se place comme un historien qui ferait un cours en disant 2040 et qui dirait à des gens qui le visitent, voilà ce qui s'est passé en 2020, on était comme ça, en 2040, on est dans cette situation-là, et voilà ce qui s'est passé. Simplement, dans la démarche de mise en œuvre, on va demander aux participants de réfléchir aux étapes immédiatement précédentes à ce qui est la situation de 2040. Autrement dit, on n'est pas dans une planification ou dans une programmation, dans une réflexion du présent vers le futur, mais du futur vers le présent. Il y a d'autres façons de le faire. On peut utiliser ce que Raphaël a présenté, le triangle des futurs, par exemple, qui permet, une fois qu'on a un scénario, une aspiration, donc une représentation du futur en haut, ça nous permet de se poser la question, aujourd'hui, dans le présent, quelles sont les contraintes et quelles sont les dynamiques alors les contraintes qui empêchent cette vision ou cette aspiration de se réaliser, et quelles sont les dynamiques en cours aujourd'hui qui permettent de se réaliser. Et à l'intersection, au centre du triangle, on se retrouve sur les points de tension entre contraintes et dynamiques positives, et c'est là que se trouvent des éléments stratégiques d'action. Il y a aussi une autre méthode que Raphaël n'a pas présentée, qui est le graphe des 3 horizons. Donc, je ne vais pas vous faire le détail là, parce que mais voilà, il existe un certain nombre de méthodes qui peuvent en plus se combiner les unes avec les autres. Et je vais faire un petit peu de pub, c'est à ça que sert la culture des futurs. Merci. Alors, on va prendre 2 petites questions pour terminer. Il y en avait une de quelqu'un qui est en train de partir, mais la question du levier de mobilisation des collectifs pour déterminer un monde de travail rêvé. Donc, on voit les enjeux vraiment de transformation sociale. Un petit mot là-dessus, sur l'enjeu du monde de travail rêvé et les attentes sociétales. Donc, vraiment sur les enjeux de mouvements sociaux, finalement. Alors, bon, moi, je peux dire 2 choses. C'est qu'il est clair que dans l'historique de la prospective, le CNAM en France a toujours joué un rôle très, très important, et une très grande partie des travaux du CNAM portait sur la transformation du travail. Et en fait, il y a une très large partie aussi des travaux de prospective qui sont intra-organisationnels. Donc, nous, on travaille sur la prospective territoriale, inter-organisationnelle, inter-acteur, inter tout ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'en réalité, il y a aussi beaucoup de prospectives qui parfois d'ailleurs s'appellent participatives, qui se passent en intra-organisationnel. Ça a été le cas pour les grandes organisations parapubliques françaises. Les majors EDF, SNCF ont tous eu des cellules de prospective qui à la fois travaillaient en interne et en externe. Mais c'est vrai aussi pour les grands groupes mondiaux. Moi, j'ai connu et j'ai travaillé avec un prospectiviste qui s'appelle Robertson, qui a fait la prospective pour Deutsche Telekom dans des stades avec 6000 personnes. Donc, dont l'enjeu, c'était la transformation des pratiques et des enjeux de qualité intra-organisationnelle. Voilà, donc ça existe en tout cas et c'est intéressant. Après, au niveau politique, je ne saurais pas dire. Dernière question de Gonzague de Montmagny qui pose une question finalement sur la notion d'action sans regret. Que pensez-vous de cette notion? Est-ce que c'est une manière d'éviter la prospective en sachant que localement, on manque d'une culture de compétences en matière de capacité d'anticipation, rythme des élections, ou est-ce plutôt une juste reconnaissance des limites de nos modèles prévisionnistes? Et je pense que ça renvoie à la question des fluctuations dans l'existence du plan en France en particulier. Robin, si tu veux peut-être compléter là-dessus. Raphaël, j'ai un peu du mal à... J'ai pas trop suivi la question, j'ai un peu du mal à... Action sans regret, enfin, la grande limite, c'est si l'action sans regret est basée sur ce que l'on croit savoir du présent, ça sera des actions avec regret. L'action sans regret, elle n'a de sens pour moi que si elle est éclairée par une compréhension de ce que l'on pourrait regretter si on prenait telle ou telle décision dans le présent. Et pour ça, on a besoin de démarches d'anticipation. C'est la réponse que je ferai à cette question-là. C'est fondamentalement, je veux dire, si on veut utiliser ce concept-là, on est quasiment, pour être honnête, intellectuellement, et on est quasiment obligé de mettre en place une démarche d'anticipation. Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur les incertitudes, mais je pense que nous arrivons vraiment à la limite de notre limite. Je vous remercie beaucoup et donc je vous souhaite à la semaine prochaine, 13h15, où nous parlerons de planification participative, c'est-à-dire non pas de backcasting, mais de forwardcasting et d'avancement vers le futur, pas à pas, dans un régime de faisable et d'acceptable. Bonne journée et bonne continuation. Merci. Merci Robin pour ta participation impromptue.
Merci, merci. Merci à vous, merci.